Il y a bien longtemps. Veuillez accueillir sur scène Audrey Schenck, Frédéric Bernard et Simon David William. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Eh, Chris, c'est pas convaincant, ça. On peut-tu la refaire, s'il vous plaît? On recommence. Bonsoir tout le... Bonjour tout le monde! OK, moi, je vais en faire un autre parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée, là. When I say IT, you say sec. Ça vous tente-tu? When I say IT, you say? Encore une fois, when I say IT, you say? On va se réveiller, c'est bon ça, je suis debout là. Merci beaucoup, merci pour votre belle énergie, merci pour l'accueil, merci tout le monde d'être ici. Je suis curieux, qui a déjà vu Jedi contre les pirates? Levez la main. OK, parfait, parfait. On va quand même préparer un petit rappel, là. Je peux-tu avoir le clicker? Ben oui. Un petit rappel, on est là pour sauver le Québec, on est là pour parler de cette conférence-là, qui est une adaptation de Jedi contre les pirates. Parce qu'imaginez-vous donc, ça allait évoluer au Québec. Fait que je n'ai pas tant à vous apprendre, je nommerai pas de nom, mais je pense que vous allez pouvoir les deviner. Si vous, ben non, vous viendrez me voir après, vous me payez une bière. Une carte à cocher à la fois, un textbox bien rempli, une politique à la fois. On va réussir à faire de nous un Québec plus sécuritaire. Donc, c'est un rappel de Jedi contre les pirates. C'est une cause qu'on a encore et que certains d'entre vous ont déjà le macaron. C'est une conférence qui a été donnée à travers le monde. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est assez simple. Le 27 octobre 2017, j'étais moi-même victime d'un cybercrime majeur chez Groupe ISM, mon entreprise de Lavaltrie. Et puis, c'est assez simple, 50 000 accès, mots de passe, ont été exfiltrés sur le dark web. Et puis, l'industrie des technologies de l'information a répondu à l'appel. Les gens de la région sont venus nous aider à réinitialiser la totalité de ces accès-là. Puis aujourd'hui, grâce à cette industrie-là, nous, vous, cette famille, ces gens-là très solidaires, on a réussi à s'en sortir. Ce que je veux expliquer pour que tout le monde soit sur la même page, il y en a qui ne savent pas que le dark web existe. Je suis pas mal sûr que la cause, tout le monde le sait ici, mais je veux juste le résumer pour être sûr qu'on est sur les mêmes balises. Premièrement, 4% du trafic sur Internet, le web de surface, Google, Pornhub, Facebook, toutes ces choses-là, ça représente à peu près 4% de la bande passante Internet. Sinon, le deep web, ou comme j'aime faire avec RBO, le web profond, Faites rayer notre tâche. représente environ 90% du trafic Internet. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, Microsoft 365, les portails, les ci, les ça. Et là, on voit une significative baisse du dark web. Pourquoi? Parce qu'on était à 6% dans la version originale de Jedi contre les pirates. Aujourd'hui, on est à 3% évalué. Pourquoi? C'est super simple. On a transitionné l'exfiltration des informations privées sur quelque chose qui s'appelle Telegram. Donc, c'est pour ça que, naturellement, ça baisse le trafic un peu. En gros, le dark web, c'est quoi? Tu es 100% anonyme. Si Francis serait encore dans la salle, il pourrait vous le dire. Dans la plupart des cas de cybercrime, quand on arrive et qu'on identifie une adresse IP du dark web, malheureusement, on ne peut pas se faire justice parce que même l'organisation qui gère le dark web, le réseau Tor, entre autres, un des réseaux du dark web, ne sait pas combien d'utilisateurs sont connectés ni qui. Même il y a un avis de communication au juge de la part de n'importe quel juge aux États-Unis, au Canada, ça ne donne rien. Puis de toute façon, ça passe par des pays où on n'a même pas de contraintes. C'est un peu ça, 100% anonyme. Ensuite de ça, à quoi ça ressemble? Tu sais, souvent dans les films, ils dépictent ça avec du code vert, du texte, tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est un navigateur comme Google Chrome. Fait que c'est suivant où je le veux. C'est ça que c'est le dark web. Vous avez des onglets, un champ recherche et vous avez des URL qui finissent par .onion au lieu de .com.
C'est à peu près ça, pas plus compliqué que ça. Même ma grand-mère parlait là-dessus. C'est quoi un cybercrime? Étant donné que le 27 octobre 2017, moi-même, j'étais une victime d'un cybercrime, on me demande souvent, des gens dans la salle que je peux voir, que je peux reconnaître, de l'aide. Parce que ce qu'on a fait en 2017, on était un des premiers à arriver à un cybercrime aussi majeur. Ben oui, il fallait que ça tombe sur moi. Puis depuis ce temps-là, on a développé des pratiques que vous connaissez tous, le réseau jaune, le réseau orange, le réseau vert et tout ça, pour l'évolution et l'enquête de tout ce qu'on a à faire. Bien, je suis interpellé. Un cybercrime au Québec, c'est relativement simple. OK? Au final, vous allez avoir des données encryptées, mais là, récemment, je vous dirais depuis 2 ans, personnellement, j'ai juste vécu 2 cas de ransomware sur des dizaines et des dizaines de cybercrimes, juste 2. Qu'est-ce qui se passe pareil? C'est le même pattern, ils demandent une rançon pareille, sauf qu'ils accèdent à des mailbox, à des données, SharePoint, OneDrive, Google, Pornhub, toutes ces choses-là importantes de notre vie. Fait qu'au final, ils demandent une rançon en échange d'un accès ou sinon la récupération de données, ou sinon, ils vont même faire du chantage de dire qu'on va divulguer vos données sur nos sites Web. C'est un peu ça. Fait comment ça commence tout ça, Audrey? Moi, je suis restée stickée sur l'histoire de Pornhub. Je pense qu'il va falloir qu'on dise not sponsor à chaque fois parce qu'on en parle Moi, j'encourage Canadien. vraiment beaucoup. Mais c'est correct, c'est ça qui va recevoir la facture. Oui, c'est exactement. Fait qu'ici, bon, je pense que plusieurs d'entre vous avez été mis au parfum ou si vous surfez sur le dark web comme Simon et moi quand on a la tête sur l'oreiller. Il y a Coop UQAM notamment qui a été hacké dernièrement. Il y en a d'autres aussi. On va vous partager plein de potins. Mais tout ça pour dire qu'ici, dans le fond, je vous présente un des aspects d'un cybercrime. Parce que quand on parle de ransomware ou rançongiciel, ça ressemble à ça, dans le fond, ce qu'on retrouve, c'est voyons, on va te dire, une note sur le bureau, merci, avec, dans le fond, l'information de comment procéder au paiement pour obtenir la rançon, comment rapatrier les données, etc., etc. Puis chaque groupe de hackers aussi a son style. Il faut comprendre aussi, comme là, ici, ils sont vraiment très polis dans ce cas-ci, là. C'est aussi souvent comme ça qu'on peut trouver d'une certaine façon qui est à l'origine de la cyberattaque, non pas de dire « Ah, c'est toi qui reste à telle adresse », mais plutôt de dire « Bon, ben ici, on parle du groupe Ricida ». Moi, c'est mon accent de Saint-Hyacinthe, là, dites-les comme vous voulez, mais moi, je vais dire Ricida pour aujourd'hui. Fait que tout ça, comment ça commence? Bien, souvent, ça va commencer avec une note de rançon, un ransom note sur le bureau, puis on en a une preuve ici, là, justement. J'ai aussi vu par courriel, personnellement. Toi, Fred, je ne sais pas si tu as vu d'autres types comme ça. Je l'ai vu sur plein de formats. J'ai même vu des jetons non fongibles. Des jetons, quoi? Non fongibles. De la crypto avec des notes de crypto ransomware dedans. On a des groupes qui sont originales. Fait que, vite, pour ceux qui n'auraient jamais vu le dark web de leur vie, on va prendre un cas récent dans une MRC non lointaine que vous avez peut-être entendu parler. Malheureusement, ils sont faits pogner. Et puis, les données sont exfiltrées. Je vous rappelle que n'importe qui peut aller sur le dark web. C'est public. Okay? Vous pouvez, ils ont leur champ de recherche, vous allez sur le site, puis vous pouvez aller sur des sites web de hackers publics. Donc, l'information que je montre là, malgré le fait que c'est plate, n'importe qui peut y accéder, là. Okay? Même ma grand-mère. Fait que, juste pour vous déterminer l'évolution. Quand j'ai commencé à donner Jedi pour les pirates, moi, j'aime beaucoup Ransom Look. Je sais qu'il y a des équivalences. Ransomware.live. Oubliez Ransom Look. C'est l'ancienne version. Il n'y a pas de drapeau pour m'indiquer si c'est au Canada ou dans d'autres pays. Oui, c'est ça. Moi, parce que je demande à Jarvis, qui est mon IA personnel, dans le fond, d'aller scanner Ransom Look, puis c'est Jarvis qui m'informe de la patente. Fait que je ne vais pas vraiment voir le site. C'est comme si tu avais une secrétaire. Exact. Ah. Dans le fond, le 9 octobre 2023, il y avait 156 groupes actifs. OK? 156 groupes actifs le 9 octobre 2023. Checkez bien ça. Jedi a commencé. Le 11 juin 2024, je ne sais pas si vous voyez, c'est 198 groupes actifs. On est le 11 juin 2024. Et là, on regarde le 12 mai 2025, 433 groupes actifs. Donc, c'est un mouvement qui est exponentiel. Il y a beaucoup de groupes out there. Puis ils s'en viennent soit très organisés ou encore plus organisés ou encore plus désorganisés. C'est arrivé dans des cyber, dans les 2 dernières années, qu'on n'a jamais vu de publication de données, mais on sait que le hacker a les données. On a une confirmation d'exfiltration d'une firme d'enquête, on sait que les données sont exfiltrées, mais ils ne sont pas publiées. C'est quasiment plus dangereux parce que tu ne sais pas
qu'est-ce qui s'est ramassé avec totalement. Tu ne peux pas avoir cette certitude-là. Puis là, ça veut dire que le hacker va le prendre, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va utiliser ces données-là. Fait que ça, c'est un enjeu qui est quand même de plus en plus récurrent dans les victimes québécoises. Fait qu'on va prendre le cas. Ben oui, là, on dirait que j'ai été attitrée pour donner une coupe de potins aujourd'hui, puis c'est vraiment pas les plus croustillants. Fait que il restait des notes jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Qui est conscient de la fuite d'informations de la MRC de Masquinongé? Oh, quand même, c'est ça. OK, bien, pour les autres, je vous annonce que la MRC s'est fait hacker puis que les données ont été publiées. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, parce que là, c'est bien beau, on dit « Ah oui, il y a des données qui ont été publiées », mais c'est quoi concrètement? Clicker, merci. Bon, bien, quand on va sur le site de Medusa, voici, encore là de mon accent de Saint-Hyacinthe, voici qu'est-ce que ça a l'air. C'est indiqué que les données de la MRC ont été publiées. Par la suite, en tout cas, on a vraiment confirmation jusque-là, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que non seulement ils ont... Il faut que je fasse une pause. Ah oui, donc. Scannez pas les codes QR. C'est pas une bonne idée. Le gars de scan- cybersécurité vous le dit. Ça, c'est Scannez-les hackers, c'est pas. nous. Vous pourriez le regretter. Don't do that, kids. Fait que, dans le fond, la MRC Masquinongé, veut pas, ben, ils ont les informations, les plans concernant nos sols, mais pas juste ça. Beaucoup d'informations personnelles, fait qu'un petit wink-wink par rapport à la loi 25. S'il y en a qui ne savent pas encore c'est quoi la loi 25, viendraient me voir, on va jaser. Mais ceci étant dit, moi, ce qui m'a frappé, autre que de voir, par exemple, l'arborescence des fichiers, puis de voir comment sont organisés, structurés, c'est au niveau des candidatures. Tu sais, des fois, c'est quelque chose que dans nos données, tu sais, on sous-estime. Puis dans les candidatures, puis les différentes lettres là, pour postuler, par exemple, à la MRC de Masquinongé, c'est qu'à MRC, ils ont un petit favoritisme. Ils vont privilégier certaines nationalités avant d'autres pour l'embauche. Fait que là, je n'irai pas jusque-là de dire que c'est du racisme systémique, mais c'est peut-être un petit peu ça. Fait que c'est un peu tout ça qu'on a trouvé à travers la fuite de données de la MRC. Puis je pense dans la prochaine slide, si vous voulez vous rincer l'œil, oui, aussi, il y a des permis, des visas, des choses comme ça. Mais dans la prochaine slide, on avait aussi l'arborescence. Mon Dieu, on était crinqués sur les données de la MRC. Il y a encore un commun. Je pensais que ça datait des années 90. C'est bon. Le fameux commun. Le fameux commun, c'était cool. Puis aussi, une chose qu'on a peut-être, c'est mon erreur là, que j'ai passée un peu vite, le fameux fichier de bonne fête avec la date de naissance complète des différents utilisateurs et utilisatrices. Donc, on comprend que ça reste une mine d'or pour aller créer des fausses identités et foutre la marde. J'ai-tu dit ça, moi? Tu le penses avoir, c'est correct. C'est ça. Juste pour être sûr qu'ils n'auraient jamais vu cette slide-là, j'en parle, c'est très important. Quand nous, en technologie d'information, il arrive un cybercrime, on est les premiers. Après vous, M. Williams. Fait que dans le fond, on est les premiers qui arrivent sur site, puis on doit agir comme des pompiers un peu pour isoler l'environnement réseau, pour s'assurer de préparer un environnement que les hackers ne peuvent plus y avoir accès, mais non seulement ça, préparer la collecte de preuves, faire en sorte que le problème ne va pas plus creux et tout ça. Donc, on crée un réseau rouge pour isoler ça, puis là, on décide si oui ou non on va partir en cyber-enquête avec des experts en cybersécurité de compagnies très connues. Il y en a la moitié de l'autre côté de la salle. Donc, eux autres vont faire une enquête, vont vous demander de sortir des preuves, vont investiguer ces preuves-là. Puis, probablement, la Sûreté du Québec aussi va venir vous interpeller pour avoir des preuves au niveau criminel. Il ne faut pas oublier, là, il y a deux enquêtes. Il y a une enquête civile, il y a une enquête criminelle. Deux choses carrément différentes. La chaîne de possession n'est pas pareille, les mandats ne sont pas pareils. C'est deux choses carrément différentes. Puis ça se peut que ça prenne 3 mois avant que la Sûreté du Québec vous contacte quand ils vont voir les données sur le Dark Web, ou sinon encore pire, que la GRC vous contacte. Parce que oui, au Québec, la GRC, des fois, intervient dans certains mandats. Vous allez créer un réseau jaune pour temporairement rétablir les opérations, puis faire en sorte que le payroll fonctionne, que les TPV marchent, faire en sorte que le minimum opérationnel de la cellule de gestion de crise fonctionne. Et finalement, quand tout ça vous va bien aller, vous allez avoir reçu le rapport de Forensics, vous allez faire des corrections au sein du réseau, vous allez faire en sorte de mettre les bons outils en place et de rembourser la dette de technologie qui n'avait pas payé depuis des années probablement, puis finalement remettre en opération un réseau propre. C'est encore moi, ça? Parfait, on va le faire. On le fait. Dans un cybercrime, il y a beaucoup d'intervenants. Je vais commencer par le bas, puis je vous le dis pour être sûr et certain que vous le savez. La plus grosse facture d'un cyberincident, c'est tout le temps la nôtre.
C'est tout le temps celle des technologies de l'information. C'est tout le temps celle du département TI qui travaille le plus dans tous les incidents cyber que j'ai faits au Québec. Pourquoi? Parce qu'en général, ce qu'il faut faire, c'est intervenir sur tous les téléphones, tous les ordinateurs, tous les laptops, tous les serveurs, tous les switches, tous les routeurs, toutes les imprimantes, bref, tout. Il faut tout considérer comme compromis en général, parce que normalement, les hackers ont naturellement eu quoi? L'accès numérique le plus important pour une organisation d'informatique? Les mots de passe administrateurs. Donc, il y a eu accès à tout. Donc, il faut réinitialiser la totalité des switches, considérer possiblement même que ces switches-là ont été touchés par le hacker, donc les nettoyer, les formater ou les réinitialiser ou faire un flash firmware. Je n'ai pas besoin de vous montrer comment faire votre job. Fait que ça, c'est nous les TI. C'est ceux-là, souvent, qu'on va aller chercher l'aspect solidarité au Québec que je trouve incroyable. Je vois une table là qu'on travaille souvent ensemble. J'en vois un autre là-bas que je travaille aussi avec. Souvent, le volume d'affaires devient tellement élevé que même les départements des TI internes font appel à des MSP ou des Value-Added Resellers pour venir les aider. Comme Fred, je sais qu'il fait ça souvent avec Eric. Puis, ben oui, voilà, exactement. Fait qu'on s'entraide. On voit que notre communauté TI est forte. D'où la raison pourquoi on s'appelle des Jedi. Fait que ça, c'est le fun de voir cette belle proximité-là, ça va bien. Ceci dit, on a quand même des cyberforensics qui vont nous aider. Secure 01, VARS, CyberClan, Egid, KPMG, ScoSecure, il y en a plein. Des gens qui vont venir faire une enquête, vous demander la collecte de preuves, ils vont évaluer qu'est-ce qui est exfiltré comme information privée, déterminer le risque, déterminer si on doit faire une demande, pas une demande, mais une déclaration à la Commission d'accès à l'information avec ce qu'on appelle un breach coach. Puis souvent, j'ai trouvé ça drôle cette année parce que je suis tombé sur des cas de cyber où ce qu'un avocat, j'ai dit « Ah, fait que t'es breach coach? » Il dit « Breach quoi? » Fait que, tu sais, ça se peut qu'on pogne des fois aussi des avocats, pas nécessairement des breach coach dans certains dossiers. Ça, c'est deux que je connais, que je travaille avec souvent. Bien, il y en a aussi des avocats qui disent « C'est quoi la loi 25? » Oui. J'ai entendu ça, c'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Sinon, de l'assurance, vous l'avez vu au panel tout à l'heure, malheureusement, on dirait que c'est quand même eux la référence en technologie de l'information, que je trouve très plate en passant, mais le minimum, c'est souvent eux qui l'établissent. Si tu n'as pas d'MFA, tu n'es pas assuré, ça devient un standard de l'industrie. Si tu n'as pas DDR, tu n'es pas assuré, ça devient un standard de l'industrie. C'est plate à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne en technologie de l'information actuellement. Et après ça, on a nos autorités. La Commission d'accès à l'information, qui était la dernière ligne. Je te le laisse-tu ou je le fais? Qui était la dernière ligne, tu l'as dit. Qui était la dernière ligne. Qui a suivi les actualités de la Commission d'accès à l'information, mettons, dans les 7 derniers jours? Commission d'accès à l'information qui ont comme mandat de protéger le public en partageant l'information, qui divulguait de façon volontaire 4 fois par année la liste des entreprises dans lesquelles on avait des incidents de confidentialité, ce qui permettait à des individus sur une base personnelle ou des entreprises d'évaluer leurs risques quand c'était le temps de travailler avec une entreprise, et qui ont tout simplement décidé du jour au lendemain d'arrêter de les publier. Quelle belle preuve de transparence. Moi, quand j'ai parlé à Simon, j'ai dit ça, écoute, c'est aussi transparent qu'un mur de béton. Bien dit. L'enjeu de ça, je vais vous expliquer dans un contexte de cyberincident, OK? C'était vraiment la dernière ligne, puis je vous explique pourquoi. Quand j'arrive dans un cyberincident, on a des lois. On a les lois qui sont là pour quoi? Pour protéger les victimes, pour aviser les victimes. Hey, ton numéro d'assurance sociale, c'est un méchant qui l'a. Fait que ça se peut que tu aies des conséquences sur ton dossier de crédit personnel. Ça se peut, il faudrait que tu changes ton mot de passe pour telle plateforme. Là, je ne dirais pas la plateforme, parce qu'ils vont dire que je plug Pornhub encore. Puis sinon, ça se peut qu'il faut que, dans le fond, tu regardes peut-être ton numéro d'assurance maladie. On fait ça pour ça. C'est pour ça que la loi existe. C'est pour dire aux gens que leur information est exfiltrée, de faire attention, de mettre une protection de crédit, de faire les démarches, puis sinon, se sécuriser mieux. Pourquoi? Parce que ça crée des incidences incroyables pour des individus. J'ai vu des mères de famille m'appeler pour dire il y a un faux hypothèque qui est élevé dans une autre institution bancaire que la mienne de 335 000 à côté sur ma maison. Hey, il faut défaire ça, là. C'est pas facile de faire du reverse engineering sur une hypothèque puis prouver à la banque que c'était pas elle qui était là. J'ai eu l'autre jour un actionnaire de groupe ISM qui m'a appelé. Il a dit « Hey, Simon, il y a quelqu'un qui vient de retirer 3 000 $ à Montréal de mon compte bancaire Desjardins. » Je dis « Ah oui? Toi, tu étais où? » À Joliette. Je dis « OK, comment ça? » Bien, il s'est présenté avec un permis de conduire réimprimé avec une photo mise à jour. Et dans les bases de données de Desjardins, ils n'ont pas les photos. Mais l'information sur le permis de conduire réimprimé était correcte. Donc, il a pu faire une limite, un 3 000 de retrait au guichet. Ça a une conséquence sur les humains, nos familles et nos amis. Moi, Donc, je suis restée accrochée à l'histoire des mères de famille qui t'appelaient. C'était-tu des mères de famille monoparentales?
Je suis jalouse, là. Ben non, mais t'es un beau garçon, faut le dire. Hein. Fait que finalement... Non, ceux-là, c'est les autres qui m'appellent. On arrive dans un cyber-incident, on fait nos Jedi, on veut changer le monde, on veut faire en sorte d'augmenter la posture du Québec puis la sécurité de pour pas que ça ait d'impact sur les victimes. C'est ça qu'on veut faire en technologie de l'information. Fait qu'on arrive, on débranche la plug, tout ça, on isole le réseau, on appelle le forensics, on parle à l'administrateur ou au conseil d'administration. Fait que là, eux autres, en général, quand on arrive là puis on dit qu'on coupe Internet, c'est déjà un chevreuil sur l'autoroute. OK? C'est comme, wow, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais là, non seulement ça, tu vas lui dire probablement, hey, il y a une loi, tu es supposé faire une enquête, il faut vérifier ces individus qui sont touchés, puis il faut que tu fasses une déclaration. À qui? À la Commission d'accès à l'information. Tu peux dire, wow, t'as peu, là. On va formater, on va recommencer, ramène le backup. Ramène le backup, Simon. Non, je ne peux pas faire ça, ramener le backup. Il y a une loi, tu devrais, théoriquement, faire une enquête, aviser les individus touchés. Ouais, mais c'est quoi les conséquences? Les conséquences? Bien, tu ne suis pas la loi. Non. C'est quoi les conséquences? Bien, les conséquences, c'est la Commission d'accès à l'information. S'il est mis au courant de ça, ça se peut qu'ils en parlent sur leur site. Qui ont arrêté de publier. Ça se peut que la Sûreté du Québec t'avise, tout ça. Ouais, bien, dans tes crimes, combien de fois la Sûreté du Québec est intervenue? 20 OK, fait que j'ai 80 de chance que la Sûreté du Québec n'intervienne pas. Oui, mais il y a une loi. On va faire une affaire avec toi, Simon. Signe un NDA. Formate. Ramène le backup. Je vais le prendre, le risque, moi. Fait que là, au final, ces organisations-là, la seule ligne qui nous restait, la Commission d'accès à l'information, a décidé de barrer la transparence. Parce que moi, ultimement, je leur disais que ça se peut que tu sois publié sur le site à un moment donné, ça se peut que toi, tu as une exigence de communiquer à la Commission d'accès à l'information. OK, là, on va engager un breach coach, puis on va faire les affaires correctement. Mais là, maintenant, j'ai plus cette carte-là. Fait qu'au final, je vous le dis, là, je ne sais pas combien d'incidents qu'on avait l'année passée, 444, je pense, quelque chose comme ça. Même plus que ça. J'ai hâte de revenir l'année prochaine puis voir la statistique. Puis non seulement ça, on me fait signer un NDA à moi. Pourquoi? Je ne peux pas le dire à personne. Est-ce que c'est correct de faire ça? Je vous pose la question. C'est-tu correct de ne pas suivre une loi, de ne pas aviser les victimes, puis qu'il a demandé de ne pas le dire à personne? C'est litigieux, on est-tu d'accord? Au final, je vais vous conter une autre histoire. Au sein de notre propre gouvernement, j'ai travaillé beaucoup au sein des ministères. Cette année et l'année dernière, j'étais très heureux. J'étais très fier de finalement avoir percé dans le milieu du gouvernement. Parce que pour moi, ça veut dire, j'ai un rêve en vie, c'est d'être une référence en technologie de l'information pour ISM. Fait que quand on est arrivé là, je disais, hey, on va y sauver, on va amener toute la gang d'informatique, la gang de nos chums de tous les différents groupements, puis on va aller sauver le gouvernement. Fait qu'on rentre dans le dossier, la première chose qu'on nous fait signer, c'est quoi? Un NDA. OK, regarde, ça ne me dérange pas. Moi, pour moi, là, un cyber-incident, là, ça arrive à tous les jours. OK? C'est quasiment commun. Rendu là, c'est soit que tu as sous-investi en technologie d'information, ou soit que tu n'es pas chanceux, ou soit que c'est un user. Peu importe la raison, c'est quotidien. Fait qu'on me fait signer un NDA. Je dis, bon, correct, je ne partagerai pas le potin, je ne le dirai pas à personne. Je comprends ça. Puis là, on arrive, on avance dans le cyber, on isole le réseau. Comme je vous l'ai dit, on commence à identifier l'inventaire, parce qu'on n'a aucune idée de c'est quoi l'inventaire qu'on a dans notre réseau. Pas du tout, il n'y a pas personne qui le sait. Fait qu'on commence à identifier l'inventaire, on commence à identifier les postes qui sont compromis, on envoie les preuves en fonction de ce que nous demande à l'entreprise ou l'organisation Forensics. Eux autres commencent leur enquête de leur côté, puis là, à un moment donné, on parle de reprise des opérations. Moi, théoriquement, pour faire ma job comme il faut, je considère tous les postes de travail compromis au sein de l'infrastructure. Tous les postes de travail, tous les devices, tout ce que le hacker aurait pu toucher, je le considère comme infecté. Pourquoi? Pour agir en bon père de famille. Pour s'assurer que quand on va rallumer le poste, ou une mère de famille, quand on va rallumer le poste, on va avoir un poste qui est sain avec tous les outils, la double authentification, tout ce qu'il faut pour rendre une infrastructure saine et convenable. Sauf que là, ils ont dit non. Mais là, le problème de cet environnement-là, c'est que ça se peut qu'elle soit branchée à un réseau qui est plutôt peut-être provincial, au complet. Mais au final, vous êtes en train de me dire de rallumer un poste infecté puis de le rebrancher à un réseau provincial? Je ne sais pas si vous me suivez. Fait que là, au final, je pourrais être utilisé
pour hacker d'autres organisations. Et là, ça serait quoi? Moi, j'appelle ça un inception de cyber. Puis qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien. Parce qu'on m'a fait signer un NDA au départ. J'aurais aimé ça dire non, je ne peux pas faire ça. En fait, c'est ce qui est arrivé au final. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Une autre firme est venue me remplacer. Parce que lui a dit oui. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on crée des victimes à travers le Québec. On parle de milliers d'utilisateurs. De milliers d'utilisateurs qui peuvent avoir des conséquences sur leur dossier de crédit, leur famille, leurs prêts. Ça n'a pas de bon sens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon David Williams, de groupe ISM. J'ai fait 84 cybercrimes majeurs. La cause de Jedi contre le pirate a fait le tour du monde. Tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, d'habitude, il y a beaucoup plus d'exemples que ça. Puis tout le monde prêche maintenant une chose, la transparence, la protection, puis surtout, une chose, respecter notre métier en technologie de l'information. Oh mon Dieu! Ah, hein? C'est La ça barre quand est on est haute, Audrey, la barre C'est est ça haute. quand on est une sommité. Bon, il y en a peut-être 2-3 d'entre vous qui me connaissez. Audrey Schenck, la fille et l'entreprise Blue Eden qui s'occupe des organismes à but non lucratif, donc probablement tous les clients que vous ne voulez pas. Moi, je les aime beaucoup. 17 ans déjà dans le métier, là, comme je vois mon copain Fred ici, qu'on a fait notre cégep ensemble. Il y en a quelques-uns aussi, là, que c'est des visages connus. Puis, je pense que j'ai la réputation de ne pas mâcher mes mots puis d'être capable de dire des niaiseries, mais je dis des niaiseries intelligentes. Puis, c'est ça. La mission, c'est de rendre les OBNL zen face à la technologie. Mon nom est Frédéric Bernard, président fondateur de Secure 01. Non, je ne fais plus du TI. Oui, je fais seulement que de la cybersécurité. Ça fait maintenant 10 ans que Secure 01 opère à travers le Québec avec des partenaires technologiques, des MSP, des équipes TI internes, les équipes de direction pour être capable de protéger les entreprises. Malheureusement, ou heureusement, c'est une question de point de vue en fin de compte, à tous les semaines depuis 2025, je me fais appeler une fois par semaine, me faire dire « Fred, je me suis fait pirater. Peux-tu m'aider? » Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut arrêter. Fait qu'aujourd'hui, on est là pourquoi? On est là pour qu'on puisse être capable de parler d'une cause qui est plus grande que nos propres organisations. On est là pour être capable de se rallier autour d'un but commun. Parce que quand Simon parlait qu'on mettait les identités québécoises à risque, ça veut dire que tout le monde ici, personnellement, est potentiellement ciblé et victime aujourd'hui d'une négligence. Tout ça parce que quelqu'un a décidé de dire oui quand il aurait fallu dire quoi? Non! On est d'accord là-dessus. C'est non! Non, c'est mal. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des défis qu'on a. Puis j'aimerais ça aussi, à la fin, si vous avez des questions, que vous les gardiez en tête pour qu'on puisse être capable d'en parler. Fait que parlons un petit peu des défis. Parlons des défis au niveau global en ce moment. Hein? La géopolitique et l'économie jouent un grand rôle et on le sent. On a commencé à parler de souveraineté numérique. Souveraineté. Excusez-moi. On a commencé à parler à être maître chez soi au niveau numérique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on vient de se rendre compte, il y a de cela quelques semaines, puis on n'aura jamais la fin fond de l'histoire, que le président de la Cour pénale criminelle internationale s'est fait fermer son compte Microsoft 365. Et plein d'autres organisations qui étaient peut-être contre certains alignements politiques actuels dans le monde se sont vues barrer leur accès aux environnements Microsoft 365 dans lesquels ils payent leur licence, ils payent le droit de l'utiliser, et tout d'un coup, on ne peut plus le faire. On est là parce qu'on parle de crise économique et que les TI sont quoi, Simon? Une cheap date. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour être capable qu'est-ce que les entreprises vont faire pour être capables de se protéger? Ils vont aller chercher de la liquidité. Ils vont aller chercher de la liquidité comment? Ils vont compresser les frais au niveau des technologies de l'information. Parce que malheureusement, pour énormément d'administrateurs, les TI sont une dépense qui est compressible. C'est l'ensemble de tout ça qu'on doit combattre.
qu'on doit être capable de se dire les vraies choses, puis qu'on doit être capable de trouver des solutions ensemble à ces problèmes-là pour faire front commun et être capable de trouver des solutions aux problèmes qu'on a en ce moment. Parce que moi, j'ai pour dire que là où il y a des problèmes, on a des opportunités d'amélioration. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2025, l'industrie des TI a des belles opportunités qui s'offrent à nous pour qu'on puisse être capable, ensemble, de faire avancer les choses. Ben oui, puis là, si on y va un petit peu plus en profondeur, pour citer quelqu'un ici, en tant qu'administrateur et administratrice système, on a quand même du pain sur la planche, tu sais, en ce qui a trait justement à tous les nombreux défis qu'on a. Je les ai pas tous cités, mais j'en ai cité quelques-uns ici. Tu sais, comme on est d'accord, je pense, tout le monde, de dire que la société, elle considère pas l'importance des technologies de l'information. Fait qu'encore une fois, ça revient à dire qu'on est des cheap dates. Fait que ça, c'est un des défis, parce que veut pas, si les gens, tu sais, il y a mieux s'acheter des chaises de massage que d'investir en TI, bien, ça finit par mettre le Québec en péril. En tant qu'admin aussi, c'est de la difficulté à conscientiser les utilisateurs et utilisatrices. Parce que c'est bien beau de dire je vais te vendre un EDR, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ça part de la pédagogie, ça part aussi de la formation, d'éduquer nos utilisateurs, utilisatrices, d'expliquer le pourquoi du comment, puis quelles sont les conséquences de ne pas prendre soin de nos informatiques. Il y a aussi... Oups, là! J'ai été trop vite. T'es vite, ben c'est vrai que tu es vite sur le piton, quand il faut. Oui, quand il faut. Maintenant, tout le monde, le Québec le sait. On parle aussi de se protéger en arrimant les enjeux techniques, humains et légaux. Fait que, tu peux avoir la personne la plus technique au monde là, qui a fait toutes les certifications possibles et imaginables, mais si tu n'es pas capable de le vulgariser à ton client, à ton utilisateur, à ton équipe de travail, ça vaut zéro. Puis au même titre que c'est bien beau la pédagogie, puis je suis tout le temps la fatigante qui revient à sensibiliser, former, etc., mais si tu n'as pas le background technique en arrière, ça donne absolument rien. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai tout le temps la façon de dire que c'est pas tant des business de technologie qu'on gère dans lesquels on est, c'est des business d'humains, à proprement dit. Puis sinon, un autre des défis que j'ai noté, c'est que l'industrie, justement, là, Simon en a parlé un peu tantôt, là, actuellement, c'est la cyberassurance qui gère notre industrie. Et puis là, je ne sais pas Sébastien Lafont, il est où, là, mais sans offense, Chris, c'est pas ta job. C'est nous autres qui sommes dans le domaine depuis des années, puis qui devrions dicter les bonnes pratiques. Mais on apprécie, par contre, que tu offres la cyberassurance parce que ça peut, quand c'est bien appliqué et quand les utilisateurs et utilisatrices l'appliquent bien, ça peut sauver quand même des maux de tête. Fait que c'est sûr qu'il y a un paquet de défis, mais déjà juste ça, avec ces 4 points-là, entendons-nous qu'on a de l'ouvrage pour combien d'années, tu penses, Fred? Assez longtemps. Oui. Assez longtemps. Mais il y a des défis aussi au niveau de la cybersécurité. On a des conseils d'administration qui ne veulent pas encore assumer leurs responsabilités. Qui connaît cette réalité-là en levant la main? Je suis curieux. Ouais, pas mal tout le monde lève la main. Fait que je suis content de voir qu'on a tous les mêmes défis. On a aussi les contrôles réglementaires qui s'empilent. La loi 5, la loi 25. On a NIS 2 et DORA qui sont en Europe. Et puis moi, j'entends dire dernièrement, ouais, mais ça ne nous affectera pas au Canada. Non, non, ça va venir affecter toutes les entreprises qui font affaire avec des entreprises européennes. Donc, ça va venir nous affecter ici avec des pénalités qui sont assez élevées. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas en Europe qu'on ne peut pas recevoir des pénalités en euros. Puis au-delà de ça, comment? Ça coûte cher en euros. Oui, le taux de change actuel n'est pas favorable. Puis on a aussi le fait que, malheureusement, énormément d'entreprises vont se dire « Hey, j'ai un plan de réponse aux incidents. » Puis là, je vous fais une petite blague, une petite aparté là-dessus que j'ai vécu dernièrement. « Fred, on a un plan de réponse aux incidents. » Parfait. « Je me suis fait pirater. » Parfait. « Pourquoi tu m'appelles? Je ne me rappelle pas faire partie de ton plan de réponse aux incidents. »« Ouais, il est sur mon serveur de fichiers qui est encrypté. » Je ne savais plus qui appeler. Oups. Fait que c'est bien beau sur papier, mais on ne le pratique pas. Les backups, étaient-tu aussi sur le serveur que le serveur a crashé? Ou il y avait des backups cloud, c'est correct, qui utilisaient Datto. Ah, oh, not sponsor. Oups. Mais au-delà de ça, ce qui est important de jaser, c'est de jaser des vraies choses. Je sais que j'ai des bleus dans la salle, on va parler un petit peu de stats. Puis on va parler des stats qui sont quand même actuelles. Une entreprise sur 2 au Canada a été piratée en 2024. C'est pas compliqué, 1 sur 2. Puis ça, c'est pour ceux qu'on connaît. Fait que probablement que la statistique est encore plus élevée que ça. 77 de ces entreprises-là étaient des PME
qui sont pas mal tous le type de clients qu'on dessert ici aujourd'hui, ou qui sont vos entreprises si vous avez travaillé à l'intérieur de ça. C'est énorme. C'est énorme. 77% des PME, une entreprise sur deux. On a près de 444 incidents de confidentialité qui ont été soumis à la Commission d'accès à l'information. Et, bon, la Commission d'accès à l'information qui a décidé d'arrêter de publier l'information, fait qu'on ne sera plus capable de donner un compte actif plus tard. Mais la grande majorité de ces demandes-là, la grande majorité de ces incidents-là qui ont été soumis étaient des incidents reliés à des cybercrimes. Donc, c'était des groupes de criminels qui avaient volé des informations des citoyens québécois, puis que l'entreprise a pris la responsabilité de dire « bien, je vais au moins aviser tout le monde, puis je vais le dire publiquement. » Fait que comme ça, au moins, on va être capable de se protéger. Mais là, on n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Je regardais, il y a de cela, jeudi passé, le Dark Web, puis je suis tombé sur une annonce super intéressante. Faire des sécurités à l'intérieur d'un réseau à vendre. 500 $, ce qui nous donnait accès à un parc TI de 800 ordinateurs, une vingtaine de serveurs et un compte domaine admin. Ça coûte moins cher rentrer dans une entreprise qui est déjà breachée que sortir aujourd'hui en couple au restaurant avec une bonne bouteille de vin. C'est la vérité. Imaginez. Ah, écoute, j'ai pas d'argent pour aller au resto. Attends, je vais aller sur le breach, je vais pirater une entreprise, puis après ça, on va pouvoir sortir au resto. Faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Simon, il va falloir revoir notre budget. Je suis un Jedi. Mais tu sais, on parle de cybercriminalité, je parle de 500 $, et malgré tout, en 2023, la cybercriminalité, dans son ensemble mondial, représentait la 3e plus grande économie après la Chine et après les États-Unis. La 3e plus grande économie. Je ne sais pas si vous êtes capable de quantifier la quantité de milliards de dollars qu'on parle en ce moment, là. Je ne suis même pas capable, moi, d'imaginer le nombre de zéros que je dois mettre pour être capable d'arriver à ce chiffre-là. Puis je pense que pour tout le monde ici, 1 milliard, c'est déjà élevé, mais là, on parle de centaines, voire de milliards de dollars. 2023, c'était ça. Imaginez 2024, puis imaginez où est-ce qu'on s'en va 2025 quand Simon nous dit que le nombre de groupes de ransomware actifs est exponentiel. Puis, au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, on fait énormément de réponses aux incidents depuis le début de l'année. Puis un des facteurs qui est souvent négligé, c'est le facteur humain. C'est beau, c'est correct, les systèmes, on les réinstalle, on fait l'enquête forensique, on fait ci, on fait ça. C'est bon, c'est correct, on est capable de bien souvent remettre le réseau en place. Mais par exemple, les dommages qui sont causés aux êtres humains, ça, ce n'est pas calculé dans l'équation. Et c'est quelque chose qui est pourtant très important. Ce que j'appelle le capital humain, il est très important. L'Université de Portsmouth a sorti une statistique après avoir parlé avec 3500 chefs d'entreprise en 2023-2024 qui ont été victimes d'un cyberincident aux États-Unis. C'est quand même assez éloquent quand on regarde ça. On parle de 75 % des victimes de cyberattaques qui ont eu des problèmes de stress. On parle de personnes qui ont eu des problèmes de sommeil. On parle de personnes qui ont des crises d'attaque. Personnellement, moi, je me souviens d'avoir eu un appel à 2h30 du matin d'un client dans lequel on était en train de faire une réponse aux incidents, qui a reçu un courriel sur son courriel personnel, qui m'a dit « Frédéric, je ne sais pas si je dois ouvrir le courriel ou non. » On en est là. La personne doutait de tout ce qui se passait sur son téléphone au point où elle a éteint son téléphone pendant une semaine. Le capital humain, il est très important au niveau exécutif, mais encore là, aujourd'hui, on parle des TI. Il ne faut pas oublier le capital TI lors des réponses aux incidents. On peut voir jusqu'à 30 % des gens des TI qui ont quitté suite à un cyberincident. C'est stressant. C'est stressant parce que plus souvent qu'autrement, puis on en parlait tantôt, la direction va refuser de porter la responsabilité de ce qu'il y en est, fait qu'elle va dire « Ah, c'est la faute du gars de TI ». Puis qu'il soit interne ou externe, c'est pas important, mais c'est très stressant. C'est dur sur les nerfs. Non seulement il faut qu'on remette les opérations en ligne, mais en plus, on se fait pointer du doigt qu'on soit responsable ou non parce que personne dans l'équipe de direction décide d'assumer sa responsabilité. Ce qui fait en sorte qu'on a des personnes dans les équipes TI, après les incidents, qui sont stressés, qui démissionnent, qui ne veulent plus faire ça. J'ai déjà vu dans les fournisseurs de services qui ne veulent plus travailler avec le client. Et le cas le plus éloquent que j'ai eu, c'est un client qui a appelé son fournisseur de services lui dire « Je me suis fait pirater, peux-tu m'aider? » Et le fournisseur de services a dit « Bonne chance, je ne te supporte plus à partir de maintenant. »
Et quand j'ai appelé le fournisseur de services pour être capable de dire, tu peux-tu juste me donner au moins des accès admin que je puisse aider le client? Il me dit, c'est trop stressant pour moi, je te donne les accès, je ne veux plus jamais qu'on se parle. Je vous raconte ça, ça s'est passé en mars 2025. Ça fait pas longtemps, là. Fait que le client, il a eu 2 claques d'en face. La première, d'arriver avec une note sur son ordinateur qui dit « Salut, je t'ai piraté, veux-tu me donner de l'argent? » Puis quand il pensait avoir de l'aide, son fournisseur TI qui dit « Bonne chance, trouve-toi un autre fournisseur, puis bonne chance, il faut que tu te sortes du trouble du seul. » Ouais. Ça, c'est des faits. Puis il ne faut pas les négliger, c'est très important, parce que ça va venir, tout le monde, nous affecter un jour ou l'autre à l'intérieur des positions qu'on a dans les équipes TI. On a quand même quelques mises en situation qu'on voulait partager, outre Jedi, que Simon nous a si bien expliqué, outre les histoires qu'il a vécues en 2024-2025, des mises en situation qu'on a tous vécues aussi, qu'on voulait vous partager pour être capable de vous partager aussi une autre tranche des fois que peut-être certaines personnes ne voient pas. On a des cas de gestion d'accès et des identités. Puis là, moi, je serais curieuse de faire un petit sondage auprès de 100 Québécois, Québécoises à voir à qui c'est déjà arrivé en termes d'employés TI ou de firmes informatiques. Combien de fois ou qui a déjà entendu « Mon collègue est parti en vacances, j'ai besoin d'un mot de passe pour son ordinateur. » Fait que là, j'usurpe l'identité de mon ou ma collègue, puis là, je peux y faire passer plein de marde sur le dos. Fait que ça, c'était un esti de beau projet. Deuxième point, j'ai besoin de la liste des mots de passe 365 de mes employés au cas où qu'ils ou qu'elles les oublient. On comprend. Oh, on a la régie, au fond, qui confirme également. Ça aussi, c'est non. Ensuite, on n'a pas les moyens d'avoir une licence par employé. Fait que t'as 10, 15, 20 personnes qui partagent le même foutu compte. Voyons donc. En tout cas, moi, je ferais des niaiseries en tabarouette avec ça, mais bon. Puis un autre, puis là, je pense qu'après, on va pouvoir s'en parler de long en large. Notre nouvelle employée est arrivée il y a 2 semaines, puis elle aurait besoin d'un compte Google ou Microsoft ou tout type de compte. Fait que pendant les 2 semaines qui ont passé, là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se pognait le beigne ou elle utilisait le compte de quelqu'un d'autre? Le compte d'une autre personne. Bien, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, mon point, c'est pas de dire... Tu sais, c'est de, oui, faire notre job adéquatement, première chose. Puis, deuxièmement, on est-tu d'accord que ça n'a pas d'allure? Tu sais, je pense que tout le monde ici... Bien, pas je pense, là, j'ai la certitude que tout le monde est intelligent et intelligente ici. C'est pas le genre de choses qu'on devrait faire, puis c'est pas le genre de choses qu'on devrait accepter non plus. Puis, au-delà de ça, moi, je crois sincèrement que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec ce statement. Oui, je vois du monde qui lève la main et qui sourit, c'est super. Au-delà de ça, il faut qu'on aide les entreprises à se protéger d'eux-mêmes. Puis là, je vais vous montrer un exemple concret de ce qu'un utilisateur final qui a des campagnes de formation et de sensibilisation a quand même réussi à faire. Je vous donne le contexte avant de vous montrer l'image parce que l'image parle d'elle-même après ça. La personne reçoit le fameux courriel qui dit « Hey, salut, pour nous payer cette facture-là, on a un nouveau compte de banque. Voici le spécimen de chèque. » Attention, voici le spécimen de chèque que la personne a reçu. Boum! Mon gars de 8 ans aurait fait une meilleure job dans Paint. C'est gênant. Et la personne, au compte payable, a fait « Ah ben oui, ça a de l'air legit. On va rentrer les nouvelles coordonnées bancaires, puis on va envoyer les fonds. On va envoyer 350 000 $ demain. » C'est lui, OK. Ouais. Okay, President Chase Financial. Je ne savais pas que la marque du président était rendue une banque, mais on en est là. Ouais, c'est dur de garder son sérieux, excusez. Fait qu'il faut qu'on aide aussi, en tant qu'industrie, à augmenter le niveau de sensibilisation de nos utilisateurs, être capable de les protéger d'eux-mêmes parce qu'ils ne reconnaîtront pas les menaces. Moi, si ça passe, imaginez tout ce qu'on n'a pas vu qui peuvent passer aussi. Hein? Imaginez. Puis je suis sûr qu'il y en a qui ont des histoires aussi croquantes que celle-là à partager. Au niveau de formation et sensibilisation. Ben oui, cette histoire-là. Bon,
je l'ai pas mal dit tantôt, là, mais on est-tu d'accord que c'est bien beau la technique, mais ça prend aussi la formation parce que derrière l'humain, il y a de l'humainerie, quelque chose comme? Quote Simon David Williams. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ah oui. Ben ça s'applique-tu aux femmes, ça, ou c'est vraiment juste pour les Homme avec un grand H. Oh, les femmes sont D'accord. parfaites. Les femmes sont parfaites. Mais c'est ça. Fait que j'en reviens encore au point que, puis, tu sais, des fois, c'est bien beau, on peut dire, ah, un tel fait ci, une telle fait ça, mais le pire, là, c'est que, puis c'est très méconnu, c'est qu'il y a beaucoup d'incitatifs gouvernementaux ou, tu sais, argent qui traîne sur la table de différentes organisations. Vous voyez ça comme vous voulez. Mais tu sais, la loi du 1 pour les organisations qui font un chiffre, qui ont une masse salariale de 2 millions ou plus, il y a Emploi Québec, il y a Service Québec, il y a plein de types de programmes qui existent pour que ce programme de formation-là ou que ces formations-là, proprement dit, soient subventionnées. Pour la PME, souvent, c'est jusqu'à 50 %. Pour l'OBNL, c'est jusqu'à 75 %. L'argent est là. Des fois, il y a une question de manque de ressources, de manque de bras et tout ça, mais quand même, fait que les excuses de dire « j'ai pas une scène » est un peu moins valable dans ces cas-là. Puis on oublie aussi, bon, encore vous gossez avec la loi 25, là, je m'excuse, là, mais je veux juste rappeler qu'à partir de la loi, avec la loi 25, tu sais, ça requiert la formation obligatoire de la personne responsable de la protection des renseignements personnels et des équipes de travail. Bon, OK, ils n'ont pas vraiment fait un cadre, tu sais, rendu là, tu pourrais suivre une vidéo YouTube puis dire, ben oui, j'ai rempli mes devoirs de la loi, mais c'est quand même un morceau qui est négligé, veut pas. Puis, tu sais, si on est d'accord, tout le monde, la formation, mais c'est un investissement pour un Québec qui est plus à l'affût, qui est plus futé. Fait qu'on a tout avantage, tant en tant qu'administrateur, administratrice, système, que nos utilisateurs, utilisatrices, à faire de la formation. Puis prendre ça au sérieux. Et quand on parle de communication, de responsabilité et de délégation, on en a parlé un peu tantôt. Puis il y a certaines personnes qui sont membres de certains regroupements, donc ça pourrait être du réchauffé pour eux, mais je pense que tout le monde dans la communauté devrait l'entendre. Un contrat, malgré que vous pourriez écrire dans les clauses que tout ce qui se passe chez votre client, vous n'êtes pas responsable de ça, ça ne marche pas. Un contrat n'est pas un mur de béton dans lequel vous pouvez vous cacher en arrière malgré tout ce qui pourrait se passer. C'est pas vrai. Il y a des lois qui empêchent ça. Fait que c'est important d'être diligent lorsqu'on rend des services chez nos clients et de reconnaître nos limites pour s'assurer de travailler dans nos forces et de s'allier avec des partenaires lorsqu'on rentre dans des terrains où est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un peu de faiblesse pour éviter d'avoir des enjeux justement au niveau contractuel. On a aussi les cyberassurances. On en a parlé un petit peu tantôt, mais malheureusement, pour l'instant, c'est les cyberassurances qui dictent qu'est-ce qu'un MSP et qu'est-ce qu'un MSSP. Et ça, c'était quelque chose de très important parce qu'à l'intérieur de vos assurances pour les fournisseurs de services TI, si vous vendez un antivirus, vous êtes un fournisseur de services de cybersécurité. Et ça change toute la game. Mais si vous ne le dites pas à votre assureur, si vous ne le dites pas à votre courtier, qu'arrive un incident et qu'un client décide de porter recours contre vous, et que vous n'avez jamais dit à votre assureur « Hey, salut, by the way, je fais de la cybersécurité, je fais juste vendre des antivirus », vous pourriez vous ramasser avec un « Ah, salut, désolé, mais ta poursuite, on ne couvre pas parce qu'on n'était pas au courant du risque. » Je peux juste intervenir. Sébastien, es-tu dans la salle? Pour le fun, Sébastien Lafont de Lucier, non? Il n'est pas là? Puis il ne m'a pas entendu. Moi, là, quand il m'a dit « Simon, tu vends des services de cybersécurité », j'ai dit « Pardon? » Ah oui, ton antivirus, là, c'est la cybersécurité, ça. T'es qui, toi, pour me dire ça? Tu sais, je veux dire, pour moi, ça fait depuis 1984 que je vends des antivirus. Je n'étais pas une entreprise de cybersécurité en 1984. Il dit, non, c'est écrit, c'est de la cybersécurité, ça. Je dis, ouais, bien là, attends une minute, là. Toi, mon assureur, va me dire que je suis rendu une entreprise en cybersécurité? Non. Et pourtant, c'est ce qui se passe en ce moment. Puis quand je vous parle qu'un contrat ne peut pas tout protéger, j'ai eu à témoigner comme expert dans une cause d'un client qui poursuivait un fournisseur de services TI et il le poursuivait pour la raison suivante. Tu ne m'as pas dit assez longtemps puis assez fort que j'étais à risque. Tu ne me l'as pas dit assez souvent. Et là, la question à laquelle je devais donner une opinion, c'est après combien de fois c'est assez? Je vous laisse deviner le malaise que j'ai eu à répondre à cette question-là. On en est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. On parle de sauver le Québec, on parle de réunir l'industrie des TI, on parle de plein d'autres choses à ce niveau-là.
on parle de travailler ensemble pour un futur souverain qui est solide pour le Québec. On a quand même certains success stories à vous partager. Ah oui? Oui, Moi, on j'en a ai des pas. success stories. Moi, j'en ai pas. Tout en Bon, on a as-tu? des fails, puis on a des success stories. On a souvent des entreprises qui sont proactives, qui arrêtent les attaques à temps. On a aussi des fails, par exemple, c'est que on a des fournisseurs de services qui m'ont déjà appelé, qui m'ont dit « Hey Fred, j'ai une cyberattaque chez un client, je viens de déployer un EDR après le début de la cyberattaque. Je crois que ça va résorber la cyberattaque. » Non. Ça ne marche pas de même un EDR, ça roule, ça ne remonte pas dans le temps. C'est écrit dans NIST, anyway. Ça fait que... Donc, il y a des échecs, on a des succès, on a un paquet de choses, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là, on est là, nous sommes tout le monde présent pour être capable de parler de quelque chose qui est plus grand que ce que Simon, moi ou Audrey, on est capable de faire, puis on est capable de discuter. Mais avant qu'on aille dans le méga gros potin, là, moi, c'est dernièrement, là, puis je parlais avec une cliente d'une CDC, puis dans le fond, un de ses membres, en fait, disait... Puis on rappelle, là, je travaille principalement avec des organismes à but non lucratif. Bien là, les OBNL devraient... Excusez, ça c'est comme... Mon Dieu, j'ai high pitch subitement. Bien là, tu sais, on ne devrait pas être obligé d'appliquer la loi 25 parce qu'on est un organisme communautaire. Tabarnak, c'est eux autres qui ont le plus de données personnelles, puis encore pire que ça, surtout dans le communautaire, c'est souvent des clientèles qui sont précaires. Il peut y avoir de la déficience mentale, il peut y avoir des enjeux de santé mentale, il peut y avoir des handicaps physiques. Puis après, il y a encore des gens, c'est pas tout le monde dans le communautaire, mais qui disent « Ah, mais la loi 25, ça ne devrait pas s'appliquer à nous. » C'est fou pareil, hein, comment on peut se mettre la tête dans l'autruche. Allez la voir après, elle a sûrement une autruche pour vous. Mais là, les gars, êtes-vous d'accord qu'on est pas mal rendu au stade de parler là, de l'ultime potin? Là, je pense que tout le monde ici a été assez patient. On y est va. d'accord? On le fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? T'endormir sur la Switch? Non, je pensais pas que c'était moi. Écoutez, dans le fond, c'est relativement simple. OK? C'est les assureurs qui collent les shots pour les standards de minimum en cybersécurité. Les gouvernements jouent au casino de publication, pas publication, de formatage, pas formaté. Puis au final, ça crée des victimes. On est chanceux au Québec, les banques sont négociables encore au niveau personnel. Au niveau commercial, en passant, là, tout ce qui est fraude, moi, de mon côté, là, c'est les cyberassurances ou les assureurs qui payent ça. Là. Fait que là, les entrepreneurs, les dirigeants de ministères jouent à un gamble. Un gamble de quoi? La pérennité financière des Québécois et Québécoises. Moi, j'aimerais ça être capable de dire non. Puis comment qu'on pourrait faire pour dire non ensemble? C'est ça un peu. Dans le fond, ce que je parle ici, c'est un chemin vers un ordre professionnel. C'est quand même majeur. Ce chemin-là, oui? Non, je pointais Fred Lalonde. On parlait de ça tantôt parce que je ris un peu dans ma barbe. Ça fait des années qu'on rêve, tout le monde ici dans cette salle, d'être capable de dire non. D'être capable de mettre nos limites. D'être capable de faire en sorte de sécuriser nos utilisateurs, nos familles, nos amis. Comment qu'on fait ça? Il y a un chemin critique qui est là. La première chose que ça prenait, c'est un nom. Et historiquement, au Québec, il y a eu des historiques en 1997 et en 2009, une tentative de création d'ordre professionnel. On voulait s'associer à un terme ingénieur informatique. Ça a été débattu. Ça n'a pas fonctionné. Et l'OPQ, dans le fond, l'Ordre des professions du Québec, a refusé l'enregistrement. Ça a passé à travers diverses organisations que vous connaissez sûrement. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Parce que là, on a 8 métiers dans les technologies de l'information. Peut-être 7, peut-être 8, je ne sais pas si l'IA est officielle encore. Mais bref, en technologie de l'information, il y a 7 branches. Nous, on fait quoi, les gens en TI qui travaillent d'arrache-pied à créer des accès, gérer des accès, formater des systèmes, sécuriser des infrastructures sur des directives soit cyber ou sinon d'une enquête, ou bien non, peu importe ce qui se passe sur cette planète Terre, bien, on administre des systèmes. C'est ça qu'on fait. Fait qu'on est des administrateurs systèmes au final. Et administratrice. Et administratrice. Je regarde toujours Karine dans ce temps-là. Fait qu'administrateur système, on se dit, on va trouver un nom qui tourne autour de ça. La mission, ça c'est quoi? Mais c'est simple. De créer, dans le fond, un ordre professionnel. Super. Fait qu'on se trouve un nom,
notre mission, c'est de créer un ordre professionnel. Ce n'est pas d'être l'ordre professionnel, parce que ce n'est pas nous autres qui vont faire ça tout seul. L'OPQ est là pour nous aider. C'est relativement simple. Fait que la première chose qu'il faut faire pour mobiliser plein d'entreprises privées ou des individus dans des départements TI, ou peu importe, le Québec au complet, c'est de créer une OBNL. Mais l'OPQ a une condition très importante. Prouve-moi que tu représentes l'industrie des technologies de l'information. 1. On a besoin de se rallier ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre notre nom sur une liste qu'on croit au projet. C'est tout. Qu'on représente l'industrie des technologies de l'information. Tout ce qu'il nous demande, c'est une voix forte. C'est tout. La deuxième chose qu'il demande, et ça va être facile en tabarouette, c'est de demander, prouvez-moi qu'il y a des conséquences sur des individus si elles n'existeraient pas, cet ordre-là. À tous les jours, je reçois des appels d'entreprises qui ont des conséquences sur les opérations. À tous les jours, j'en reçois des appels d'individus ou même de familles, des mères de famille qui ont des enjeux de crédit, qui ont des enjeux parce qu'ils ne savaient pas que leur dossier de crédit était piraté. Parce que pourquoi? Il y a quelqu'un qui a joué le gamble. Fait qu'on est capable facilement de prouver ça aussi. Si on démontre que, dans le fond, à l'OPQ, qu'on est l'industrie des TI qui parle ensemble, puis qu'en même temps, on fait ça pour protéger des victimes graves, bien, au final, l'OPQ va nous aider à devenir, cette OBNL-là, un ordre professionnel. Je la fais court, mais en gros, on va se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas que ça va se faire en 3 mois, là. Ça va prendre du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité, tous ensemble, les technologies d'information, les externes, les internes, tous les gens qui ont à cœur, les Québécois et les Québécoises, ici, ensemble, c'est maintenant que ça commencerait. Comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Donc, ça, j'imagine, c'est toi, Audrey? Ben, écoute, je peux le faire. Ben, en tout cas, on le fait. Fait que, en cours de route, il y a l'ASTIC qui est en cours d'être créé. Fait que oui, l'ASTIC, on a un peu choisi notre acronyme pour l'Association des administrateurs et administratrices systèmes en technologie de l'information du Québec. Vous comprenez pourquoi l'acronyme, là, parce que j'ai déjà plus de souffle. Puis, quelques citations quand même très inspirantes que Fred a sorties par rapport à ça. Ma préférée, moi, c'est que l'informatique, c'est notre langage commun. On ne serait pas ici si on ne parlait pas toute la même langue. Mais une association, c'est notre voix collective. Fait que c'est notre chance, en fait, de se regrouper tout le monde, de se mobiliser, puis d'avoir l'opportunité de dire non. J'ai-tu d'autres choses à dire là-dessus, moi? Non, à part que dire si vous voulez vous inscrire. Bien, on est rendu là. Fait que c'est sûr que si vous faites déjà partie de la cause, si vous êtes tanné, justement, de vous faire demander des jobs de beau-frère ou de faire toutes sortes de niaiseries, oui, Fred, je vais me tasser. Fait que, il est safe, je vous rassure. Le gars de cybersécurité l'a testé, il est safe. On nous confirme que ce code est sécuritaire, qui va vous mener, en fait, à la page de l'ASTIC. Entendons-nous, le site n'est pas parfait, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais si la cause vous tient à cœur, dans le fond, simplement d'aller indiquer votre adresse courriel ou de remplir le formulaire de contact pour qu'on vous recontacte concernant l'adhésion à cette belle association qui, on l'espère, va aller très, très loin. Et qu'au final, pourquoi on le fait? On le fait pour mettre en place des bonnes pratiques TI de cybersécurité, pour être capable de dire non, pour être capable de s'informer sur les bonnes pratiques au niveau des technologies de l'information. Et là, je parle de la grande famille des technologies de l'information. Il n'y a pas de guerre. Moi, je fais du multimédia. Moi, je fais du Google Ads. Moi, je suis un MSP. Moi, je suis un MSSP. Non, je parle de la grande famille des technologies de l'information pour qu'on soit réunis tout le monde ensemble sur un front commun pour avoir un Québec numérique qui est fort. On le fait-tu? On le fait? On le fait. On le fait? Let's go! Ça, c'est la petite surprise que Simon m'a faite. Fait que c'est le moment de s'enlever le... Normalement, on dit la tête dans le sable, mais vous me connaissez. Je vais citer notre Gérard Deltel qui dit de ne pas se mettre la tête dans l'autruche. Fait que non seulement, si on l'avait dedans, bien là, c'est le temps de s'en sortir. Puis si on avait des utilisateurs, utilisatrices qui avaient la tête à cet endroit, je pense que c'est une bonne façon de le faire. Et en terminant, ou presque, parce que là, on voit que le compteur, il est rouge puis il est dans le moins. Excuse-moi, Béa. On est sur les derniers mots. Puis là, oui, c'est pas moi qui ai rédigé ce texte-là, sinon il n'y aurait pas de faute de français. Ceux qui protègent notre avenir numérique,
Donc, c'est pas mal toutes nous autres, ça, si on est d'accord. On mérite mieux qu'un merci. Il mérite un ordre, une voix et du respect. Parce qu'on ne construit pas un Québec fort sur des TI faibles. Wow, on est-tu c'est d'accord beau. avec ça? C'est beau. Fait que juste je sais pas si tu voulais en parler, Fred ou Simon. Ben moi. ouais, Dans le vas-y, fond, mon bébé. Vite, là. C'est super simple. Un garagiste il doit dire la suivante. Tu ne peux pas partir avec ces tailleurs-là, c'est pas sécuritaire. Puis nous, on n'a pas ce droit-là. Non seulement ça, il existe des ordres professionnels partout au Québec, dans différents corps de métier. Où sont leurs services et qui a accès à ces données-là? Nous. Comment ça que tout le monde a un ordre, mais tous ceux qui représentent tous les ordres ou qui stockent toutes leurs données n'ont pas d'ordre non plus? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça aura beau prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce qu'on veut mettre en place, c'est des experts, des gens qui veulent contribuer à la cause, qui vont contribuer de différentes façons. Vous allez voter vous-même, vos administrateurs. C'est nous-mêmes, ensemble, qui allons décider qui vont être nos présidents, vice-présidents, membres du conseil d'administration, démarcheurs au sein du gouvernement. C'est nous-mêmes qui vont s'impliquer dans qui on veut là, puis comment on va la faire avancer pour avoir des meilleures technologies d'information du Québec. Puis pour une fois, être capable de dire non. Le pouvoir de dire non, ensemble. L'astic. Non, on va pas faire des jokes avec astic. En tout cas, vous voyez où Merci c'est que beaucoup, ça s'en va. Merci beaucoup, tout le monde. Vous pouvez communiquer avec nous n'importe quand. Merci beaucoup.